Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et j'accueille les débatteurs du soir. Bonsoir Lou Fritel. Bonsoir Pierre, merci. Journaliste politique à Paris Match. Bonsoir Jean-Claude Dacier. Bonsoir. Chroniqueur politique, observateur de la vie politique. Et justement, les consultations, Maël vient de le dire dans le flash d'information, les consultations continuent à l'Elysée. Emmanuel Macron voudrait trouver l'homme idéal ou la femme idéale pour occuper Matignon. Pour l'instant, aucune proposition ne lui convient. Bonsoir Arthur Delaporte. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député socialiste du Calvados. Arthur Delaporte, est-ce que vous faites partie de ceux qui veulent œuvrer pour l'intérêt supérieur du pays ? Bien sûr, comme tous les parlementaires. Donc vous cochez la case d'Emmanuel Macron et vous seriez dans la possibilité de travailler, en tout cas de parler avec lui, puisqu'il ne reçoit que cela, alors que les socialistes, les communistes et les écologistes ont déjà prévenu qu'il n'irait plus au round de négociation. Non, pour le coup, je veux œuvrer dans l'intérêt supérieur du pays, mais je considère que le président de la République, lui, nous emmène droit dans le mur, et donc contre l'intérêt du pays. Et donc, moi, je suis évidemment, dans le cadre de la position qui a été prise par le Parti Socialiste, hostile à poursuivre des négociations qui ne sont qu'une mascarade destinée à prolonger les mêmes au pouvoir. Mais est-ce que pour le 7 octobre, vous êtes tous unis avec la France Insoumise ? Parce qu'apparemment, la colle s'effrite. Oui, pour le 7 septembre, écoutez, il y a des manifestations qui sont organisées à l'initiative, il faut le rappeler, du Parti communiste, un certain nombre d'organisations syndicales. Moi, je suis de ceux qui disent que je n'ai pas à appeler à manifester ou pas, que s'il y a de la colère, que je comprends et que je partage par ailleurs contre le président de la République qui réalise là un véritable coup de force antidémocratique, elle peut se manifester, elle doit se manifester dans un cadre pacifique. Et donc une manifestation, c'est l'occasion que celles et ceux qui ont envie de dire au président de la République, et j'en fais partie, qu'ils en ont marre, puissent le dire sereinement. Mais voilà, le Parti Socialiste en tant que tel n'appellera pas à manifester, mais je pense que beaucoup de socialistes, et j'en ferai sans doute partie, seront dans les rues. Est-ce que ça se tient au Parti Socialiste? Il y a plusieurs courants. Il y a les anciens, il y a les hollandistes, et puis il y a Meyer, Rossignol et ceux qui le suivent. De quel parti êtes-vous dans le Parti Socialiste, Arthur Delaporte? Moi, je suis de ceux qui, comme Nicolas Meyer-Rossignol et Hélène Geoffroy, soutiennent la stratégie du nouveau Front populaire. C'est-à-dire, l'ensemble des socialistes, c'est un accord qui a été validé à 93%. Alors évidemment, il y a toujours quelques divergences, mais c'est normal, c'est le cadre des partis démocratiques. Nous, on a des votes, on a des motions, on a des textes d'orientation. Moi, je suis dans la majorité du parti, qui est soutenu par Olivier Faure, c'est à peu près la moitié du parti. Et donc, voilà, c'est un parti pluriel, mais un parti qui a réaffirmé aujourd'hui son opposition à Emmanuel Macron et qui a dit une chose: nous ne ferons que censurer un gouvernement qui maintiendrait le cap du macronisme. Question pour vous de Jean-Claude Dacier, Arthur Delaporte. Monsieur Delaporte, est-ce qu'on se trompe si on accorde, trop d'importance au fait que vous n'appeliez pas à descendre dans la rue et à manifester comme le font vos partenaires de la France Insoumise, du Front populaire, le 7 septembre prochain? C'est rien, c'est un petit incident de parcours. La solidarité reste solide ou non? Ou est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a un petit début du début. Vous pouvez toujours chercher des nuances, et c'est normal, parce que, vous savez, il y a tout est dans la nuance. Vous savez, il y a différentes organisations politiques qui composent le nouveau Front populaire, et chacune a sa liberté. Donc moi, je suis socialiste, je suis pas insoumis, et donc j'ai ma liberté, mais pour autant, si on doit dire qu'on est en colère, moi je dirais que je suis en colère, et je vous dis encore une fois que je n'ai pas de problème à me rendre dans la rue le 7 septembre pour dire au président de la République qu'il a abusé avec la lecture des institutions, et qu'il aurait dû, comme dans n'importe quelle démocratie parlementaire, appeler Lucie Castet, qui est désignée par le principal bloc politique à l'Assemblée nationale, à former un gouvernement. Aujourd'hui, il s'y refuse alors qu'il était prêt à le faire pour Jordan Bardella. Excusez-moi de dire que ceci est extrêmement audacieux de la part du président de la République, et que c'est une première dans l'histoire institutionnelle de la France. Question de Lou Fritel de Paris Match. Bonsoir à vous. Juste une question concernant l'hypothèse Bernard Cazeneuve. Si celle-ci devait se confirmer, est-ce qu'elle serait de nature à fracturer le Parti Socialiste? Est-ce que vous, par exemple, vous pourriez accepter un gouvernement dirigé par Bernard Cazeneuve en dépit de l'alliance du NFP? Vous savez, notre position collective, et nous l'avons réaffirmé ce matin en réunion des députés socialistes, elle est extrêmement claire.
aucun gouvernement qui tiendra du macronisme et qui défendra les options macronistes, c'est-à-dire par exemple la continuation de la réforme des retraites qui est rejetée par les Françaises et les Français, ne pourra échapper à notre censure. Et donc, que ce soit Bernard Cazeneuve ou quelqu'un d'autre, s'il arrive devant le Parlement avec ce programme-là, nous ne pourrons pas l'accepter comme l'un et l'autre. Je dois rappeler quand même que il y a en 2017 eu un président de la République qui s'est présenté comme le chantre du en même temps, et de gauche et de droite et du centre, et qu'aujourd'hui Emmanuel Macron tente de refaire le même coup. Mais il faut se souvenir de ce qui est arrivé à ceux qui ont cru dans l'en même temps. C'est Olivier Dussopt qui a été sévèrement battu et sa circonscription a basculé au Rassemblement national. C'est Elisabeth Borne qui n'a aujourd'hui plus grand-chose à voir avec la gauche. Donc vous voyez bien que... Oui, c'est aussi Agnès Pannier-Runacher qui a été élue députée alors qu'elle venait de la gauche aussi. Oui, mais vous voyez bien que quand on quitte son camp, on ne le rejoint pas de nouveau. C'est un aller simple. Et donc moi, j'espère que Bernard Cazeneuve, qui appartient au camp de la gauche, qui a été un grand Premier ministre français, sera sensible à l'idée que s'il va avec Emmanuel Macron pour faire une politique macroniste, eh bien, il quittera, il larguera les amarres. Mais je crois que c'est quelqu'un qui, au contraire, a des convictions solidement arrimées et qui ne se laissera pas tenter déraisonnablement. Arthur Delaporte, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition d'un autre député socialiste, Philippe Brun en l'occurrence, qui plaide pour un accord de non-censure avec le prochain gouvernement, c'est-à-dire fixer des lignes rouges à un Premier ministre voté par le président de la République. En échange, les socialistes ne voteront pas de motion de censure. Non, mais c'est ce qu'il proposait, mais pas dans le cadre actuel. Il a écrit ça dans l'hypothèse où c'était le nouveau Front populaire qui devait être appelé à gouverner, ce qu'il souhaitait par ailleurs. Si Lucie Castet avait été désignée à Matignon, et ce que je souhaite toujours par ailleurs, il n'est pas trop tard pour que le président change d'avis, même si j'ai l'impression que c'est plutôt mal embarqué, mais si on était à Matignon, on aurait évidemment été voir les macronistes et on leur a dit, bon, qu'est-ce qu'il vous faut ? Qu'est-ce que vous voulez pour qu'il n'y ait pas de censure à la fin? Qu'est-ce que vous voulez comme option politique? Est-ce que vous accepterez de notre part, etc. Et donc ça, c'est ce que Philippe appelle un accord de non-censure et que je trouve plutôt intéressant. Et c'est évidemment ce qui était dans la tête de Lucie Castet. Non, juste peut-être pour conclure, je retiens que en gros, vous êtes d'accord pour l'essentiel avec le programme de la France Insoumise. Vous n'avez pas de grosses réticences à ce propos, même si Mme Castet parlait d'accord possible avec un certain nombre de forces dans ce pays. Pour vous, le programme de M. Mélenchon et de ses amis reste la marche à suivre. Mais vous savez, il n'y a pas de programme de M. Mélenchon et de ses amis, il y a un programme du nouveau Front populaire qui a été négocié par tout le monde, y compris par Raphaël Glucksmann. Donc, moi, j'ai aucun problème à défendre le programme du nouveau Front populaire. D'accord. Vous êtes d'accord avec tout ça. Très bien. Qu'on me dise ce qui pose problème dans le programme, et je suis prêt à en débattre totalement. Mais au-delà des fake news, au-delà de ce qui n'est pas dedans, je veux bien, évidemment, en discuter avec vous. Et c'est un programme qui a été négocié, partagé par toutes les formations politiques et qui a même été défendu par ce dangereux extrémiste qui est François Hollande. Ça, c'est quand même la rupture et quand même assez radicale sur le fond, quand même, convenez-en. Par exemple, sur quel sujet? Par exemple, le SMIC à 1 600 € n'est pas raisonnable, la suppression de le retour... Les Espagnols l'ont fait, les Belges l'ont fait. Mais vous le savez bien au fond de vous-même. Les Espagnols et les Belges l'ont fait pour le SMIC, donc voilà, après sûr. Le retour et sur la retraite aussi, donc on revient à la retraite à 62 ans, ça vous va très bien. Vous n'avez pas bien lu le programme, parce qu'on on revient à la retraite à 62 ans, et on dit par ailleurs qu'on négocie une autre réforme des retraites. Plus juste, je vous rappelle quand même que elle a été rejetée par les Françaises et les Français, cette réforme des retraites. Donc il faut bien, proposer une alternative, négociée et portée par les partenaires sociaux. Je pense que c'est la moindre des choses, et en tout cas, c'est ce que nous défendons avec Lucie Castet, donc j'ai aucun problème à le défendre ce soir. Merci, cher Arthur Delaporte, d'avoir été avec nous sur Europe 1 en direct, député socialiste du Calvados. Justement, puisqu'on parle de Lucie Castet, elle était l'invitée ce matin de France Inter. Pour elle, pas de débat, le deal est clair, travailler avec les autres partis ou subir la censure de l'Assemblée nationale. Mais on l'a dit d'emblée, on sera capable de travailler avec les autres, on sera capable de faire des compromis. Et la sanction démocratique, si on n'est pas capable de faire des compromis, c'est la censure, nous en avons conscience. Ensuite, tous les députés, tous les parlementaires prendront leurs responsabilités pour ou contre le fait d'améliorer le pouvoir d'achat des Français, pour ou contre le fait de recruter des AESH à l'école pour accueillir les enfants en situation de handicap, pour ou contre la revalorisation de la rémunération à l'hôpital. Lou Fritel, juste une question en prenant un petit peu de recul. Est-ce que vous pensez que les Français y comprennent quelque chose ?
pense que les Français sont fatigués, surtout d'autant plus que tout le monde se rend bien compte que là, on parle d'un nouveau gouvernement, mais qu'il sera certainement question d'autres négociations dans 3 ou 4 mois. Même si demain, par exemple, Lucie Castex devait être nommée à Matignon, même si elle ne subissait pas la censure de suite, le programme du nouveau Front Populaire devrait obtenir une majorité dans ce qu'il propose à l'Assemblée nationale. Ça paraît extrêmement compliqué sur le papier, en tout cas, de réussir à faire ne serait-ce que le quart du 10e de ce programme. Ensuite, on va arriver sur la question du budget. La question du budget, il n'est pas que question de pallier le déficit auquel on fait face aujourd'hui. Pour des parlementaires, voter le budget, c'est valider une politique gouvernementale. Donc, il est presque certain qu'il y aura une censure sur le budget. Donc, les Français. Donc, on rentre dans une période d'incertitude, où il va y avoir des mouvements politiques, voilà, en fait, de l'instabilité, des motions de censure. D'instabilité, d'incertitude, de motions de censure, d'absence de réforme. Et en même temps, on a énormément réformé depuis 2017. Il y a aussi une fatigue de ce point de vue. Et beaucoup de Français, quand on parle avec eux, on a l'impression que ils attendent inlassablement ce nouveau gouvernement, mais ça leur déplaît pas non plus cette pause démocratique. Et après, on va se retrouver sans doute avec une dissolution dans 1 an, des municipales, la présidentielle. Jean-Claude Dacier. Non, je pense qu'effectivement, la France est difficilement gouvernable dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et même si M. Cazeneuve ou quelqu'un d'autre, dans son style, arrive aux affaires, s'il réussit à bâtir un gouvernement avec un certain nombre de bonnes volontés ici ou là, venant d'un peu tous les horizons, je pense que vous avez raison, sur le budget, ça sera extrêmement difficile de faire passer ce qui me paraît être indispensable, c'est-à-dire un certain nombre d'économies. Il y a un domaine dans lequel le gouvernement, s'il est un jour constitué, pourrait peut-être obtenir un vote de l'Assemblée nationale, c'est en gros ce qu'on appelle le sociétal, c'est-à-dire l'immigration, totalement hors de contrôle aujourd'hui, et toutes les conséquences, et le cortège des conséquences dramatiques que ce pays vit, et qui sont rejetées par les Français de plus en plus vivement. Mais, mis à part ce secteur qui me paraît être capable, sans doute, de rassembler un certain nombre de députés, peut-être une majorité à l'Assemblée nationale, je pense que sur l'économie, ça sera extrêmement difficile. Or, quand on voit l'état du pays, l'alternance économique telle que l'a proposée le Front Populaire et ses amis aurait sans doute été un coup de grâce insupportable pour l'économie française. On continue le débat. On verra bien. Et je vous rappelle que c'est la rentrée de la grande famille d'Europe 1, Dimitri Pavlenko, Anissa Dadi par exemple, vous donnent rendez-vous dès 7h. Ils sont pas seuls, Olivier Delagarde, Vincent Hervouette, Emmanuel Ducrot, Eugénie Bastier, toutes les signatures d'Europe 1, l'ensemble de la rédaction. Europe 1 matin, c'est du lundi au vendredi de 7h à 9h sur Europe 1. Dans un instant, le journal permanent. Europe 1 soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Lou Fritel et de Jean-Claude Dacier, les déclarations politiques se précisent et en tout cas elles sont nombreuses en ce qui concerne cette situation de vide intersidéral, puisque la 3e série de consultations d'Emmanuel Macron aujourd'hui n'a pas donné grand-chose. Les députés Lyotte ont été, reçus aujourd'hui à l'Élysée. Demain, ça sera la droite républicaine. Il y aura sans doute quelques autres déclarations. Et pour l'instant, alors ce qui se dit, c'est que Emmanuel Macron aurait un nom en tête, qu'il l'aurait d'ailleurs dit à Gabriel Attal, que ce dernier lui a dit « si c'est ce nom-là, je te soutiendrai pas puisque accessoirement j'ai le parti en main à l'Assemblée nationale ». Alors, on peut appeler ça un cluedo. J'entendais, je crois que c'est Carl Olive qui parlait de ça. On peut parler de poker menteur. Enfin, tout cela n'est pas très digne quand même des 45 ou 50 millions d'électeurs, Jean-Claude Dacier. Triste spectacle, en effet, que nous offre la politique française. On a supporté aisément avec les Jeux Olympiques. Je pense qu'on va faire le même effort avec les Jeux Paralympiques. Mais quand même, en être là, en discuter encore, alors que la situation du pays est au plan économique littéralement catastrophique. On n'est pas au Venezuela quand même.
continuer de faire joujou avec l'intérêt économique des Français, donc du pays, me paraît extrêmement dommageable. Alors, je sais pas comment ça va se terminer. Vous dites que le président a dans la tête un nom. Ce sont les informations de J'espère qu'il en a plus d'un, parce que, encore une fois... Apparemment, il a un nom bien en tête. Moi, je m'accroche quand même... On a un portrait robot, apparemment, un élu, un grand élu, peut-être, voilà, je m'accroche quand même, cher ami, au fait que les socialistes, je dirais pas, sont au bord d'une explication franche avec les hommes et les amis de M. Mélenchon, mais tout de même, ils ne manifesteront pas le 7 septembre, même si à titre individuel, sans doute beaucoup, peut-être, seront dans la rue. Il y a quand même quelque chose. Ils sont solidaires sur le programme, semble-t-il. Ils sont solidaires sur beaucoup de choses, surtout pour être élus. Il y aura les écolos, hein, Marine Tourdelier l'a dit à l'instant. Mais voilà. Mais bon, les communistes ont lancé l'appel, les écolos vont suivre. Pour l'instant, les socialistes semblent marquer quelques réserves. Sera-ce durable? Je n'en sais rien. Oui, mais on l'a compris, en plus, qu'il y avait au moins deux courants chez les socialistes, puisqu'il y a les hollandistes, Cazeneuve, Valls, François Hollande, et puis il y a cette nouvelle garde dont on a entendu un exemplaire tout à l'heure avec dans la personne d'Arthur Delaporte. Puisqu'on parlait de Marine Tourdelier, écoutez là, elle était l'invitée de France Info ce matin. Maintenant, il faut que ça cesse. Et tout ce qu'on avait à lui dire, on lui a dit. On ne va pas continuer ces simulacres de consultation avec un président qui, de toute manière, n'écoute pas, avec un président qui confond consultation et communication, qui est obsédé en fait par le fait de garder la main. Il n'est pas en train de chercher une solution, il fait de l'obstruction. Ce qu'il veut, c'est que ça ne change pas. Il ne veut pas changer de cap politique. Et donc, non, nous n'allons pas aller le revoir pour qu'il puisse continuer ses fantasmes de président sélectionnaire qui cherche des solutions alors qu'il n'en cherche pas. Et ce matin également, chez nous, à Europe 1 et sur CNews, Sylvain Maillard. En fait, ce qui est extraordinaire avec le Front Populaire, c'est que c'est un spectacle permanent. Moi qui suis un député de Paris, j'ai l'impression de vivre dans un théâtre permanent. Tous les jours, ils vous inventent une nouvelle formule, une nouvelle dépêche AFP. Ce qu'ils veulent, la destitution, par exemple. Par exemple, ils veulent occuper le terrain en permanence. Je le redis, vous savez, la politique, c'est aussi de l'arithmétique. Ils sont 193 députés. Si le projet du Front Populaire arrive au pouvoir, si des ministres LFI arrivent au pouvoir, le lendemain, nous les censurons. Le président de la République, il cherche un Premier ministre qui est capable de construire une majorité et qui ne sera pas censuré le lendemain. Alors, je vous préviens, Jean-Claude Deloux, je déteste les comparaisons avec l'Allemagne. Je déteste qu'on dise, regardez, l'économie allemande, pendant des années, des décennies, on dit, regardez les Allemands, regardez l'industrie, etc. Mais, on nous dit, à juste titre, que en Allemagne, lorsqu'il y a des législatives, il y a une coalition qui se forme, et puis les gens ne sont pas forcément d'accord. Il y a aussi des libéraux de gauche qui n'existent pas visiblement aujourd'hui, qui ont existé peut-être du temps de Dominique Strauss-Kahn, etc. Aujourd'hui, en France, quel spectacle donne-t-on quand on entend, par exemple, Sylvain Maillard du camp présidentiel face à Marine Tourdelier? C'est-à-dire que c'est lui l'élo. On ne peut pas imaginer la future Assemblée nationale avec ces deux personnes-là qui représentent les 577. Mais comment est-ce que voulez-vous que le pays travaille? Comment est-ce que vous voulez qu'il y ait un travail législatif avec des déclarations comme celles qu'on vient d'entendre? Nos élus sont le miroir déformant de notre société. Pourquoi ça se passe comme ça en France? Mais parce qu'en France, c'est pas comme en Italie, c'est pas comme en Allemagne. Moi, je connais surtout très bien l'exemple italien. En Italie, vous vous retrouvez autour d'une table avec des gens nationalistes, d'autres qui sont communistes. Ça peut se disputer, mais à la fin, tout le monde sort plus ou moins content. Ça avance et on passe à autre chose. Mais nous, ça marche. Les formats Saint-Denis, ça a marché. C'est absolument. En quoi ça a marché? Ça n'a pas donné beaucoup de Ça n'a pas donné beaucoup de choses, mais en tout cas, ils sont entendus pendant une nuit. Pas une nuit, quelques heures. Non, oui, mais d'accord. Ils ont parlé autour d'une table et rien n'en est sorti. Donc, vous voulez dire qu'en Italie, on se retrouve autour de la table tous les jours et ça marche? Ce que je dis, c'est qu'en Italie, déjà, les Italiens se parlent. En France, les Français, si vous mettez quelqu'un de gauche et quelqu'un de droite, ça part en pugilat. Il y a des amitiés s'arrêtent pour moins que ça. Donc, vous partez de ce principe-là, vous pouvez avoir demain des formations politiques qui se parlent sur un format Saint-Denis pendant 12 heures, c'est très bien, mais à la fin, c'est quand même le président de la République qui leur a donné quelques informations, quelques cartes, notamment concernant la guerre en Ukraine, et
ça passe à autre chose. C'est pas, comment dire, il n'y a pas de volonté de créer une coalition derrière. Pendant longtemps, on a pensé qu'une cohabitation entre LR et la Macronie pourrait voir le jour. Emmanuel Macron, à force de faire des débauchages, des débauchages au cas par cas, a rendu absolument fou LR. Et de l'autre côté, LR, pour être identifié dans l'opposition... Il joue la stratégie du chaos. LR ? Non, Emmanuel Macron, puisqu'il met visiblement les uns contre les autres pour dire, regardez, finalement, il n'y a pas de solution, donc je vais vous la donner. Emmanuel Macron a une volonté, mais il n'a peut-être pas le caractère. C'est-à-dire que depuis 2017, c'est le dépassement, c'est essayer de faire en sorte que gauche et droite se parlent, que gauche et droite travaillent ensemble. Oui, plus maintenant. Oui, alors après... On voit que ça ne marche pas. Non, mais après, ça a fondé son parti, ensuite il y a eu une coalition. Aujourd'hui, il force à cette grande coalition dont il a presque toujours rêvé, mais lui, dans sa façon de pratiquer le pouvoir, est quelqu'un de très clivant. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Et de l'autre côté, vous avez une gauche et une droite qui se sont radicalisées profondément et qui font leur beurre aussi sur cette radicalité. Et ils ont raison aussi d'une certaine façon, parce que pendant 5 ans, la gauche et la droite ont été effacées. Et les gens en ont marre, sont fatigués, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, de cette radicalité. Où ils se reconnaissent là-dedans. Il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont désintéressés par le fait politique et ils en ont marre de cette radicalité. Mais ceux qui sont intéressés par la politique, au contraire, s'y jettent à corps perdu. C'est là où on se retrouve avec une théorie qui a été énormément développée par Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Bompard et de l'autre côté Éric Zemmour, qui a radicalisé le plus possible les électorats en pariant sur le fait que le ventre mou de l'électorat ne se réfugiera dans l'abstention ou sera attiré par le côté... si vous êtes plutôt de droite, vous serez attiré plutôt vers la droite, mais qui se sera tellement radicalisé d'un côté, tellement radicalisé de l'autre, que ça ne peut arriver que dans une dynamique insurrectionnelle. Au point où nous en sommes, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est les chances de ce pays de s'en sortir au plan économique. Ça va être extrêmement difficile de toute façon. On a plus de 3 000 milliards de dettes, alors je sais bien que pour les Français, c'est rien, et puis que tout ça, il y a même encore des représentants quasiment des partis politiques qui, il y a quelques mois, nous expliquaient que, au fond, ce serait pas grave, qu'on ne rembourserait jamais. Je crains, hélas, que ce soit beaucoup plus grave que cela, et que on ne peut plus se permettre, je le dirais avec franchise, on ne peut plus se permettre d'adopter le programme de M. Mélenchon et de ses amis aujourd'hui. Ça nous conduirait immédiatement, en 18 mois, à la catastrophe économique. Nous aurions aussitôt l'Europe et ça a été quasi exploserait. Mais, si vous voulez, il faut arrêter de plaisanter avec une situation économique qui nous assaille. On est dans une situation extrêmement préoccupante. Se dire aujourd'hui, la retraite, tiens, on va la remettre à 62 ans. Non, mais je vous rassure, c'est pas possible. Constitutionnellement, c'est pas possible parce que si vous voulez revenir sur une réforme, il faut la gager. Et or, puisque la réforme, donc il faudrait trouver d'autres films. C'est le pouvoir du narratif. Donc je suis d'accord, mais au moins le discours qui est tenu est celui que je dis. On va supprimer la retraite à 62 ans. Bien sûr que peut-être elle n'était pas parfaite cette réforme. Mais ça serait plutôt 65 ans qu'il faudrait choisir plutôt que 64. On va changer de sujet.